Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les ondes de votre chaîne privée Sahel TV. Tout de suite, les titres de ce journal. Le sel, ce minéré qui correspond à du chlorure de sodium, ce condiment qui donne du goût aux aliments, est extrait par qui en Mauritanie? La réponse dans cette édition. La Maison des cinéastes donne la possibilité à des jeunes et moins jeunes de s'initier au 7e art, projection, production, formation, tandis que celui-ci vit un délaissement complet. Et dans notre rubrique rétrospective, nous revenons sur le dialogue politique qui a connu différentes péripéties en 2015. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous et nous ouvrons cette édition par une information de dernière minute. Des troubles seraient en cours à la prison d'Alleg. De l'intérieur de la prison, nous apprenons qu'un groupe de prisonniers se serait rebellé hier à la suite d'une altercation avec les gardes. Selon une source officielle contactée par Sahel TV, c'est l'arrivée de 120 prisonniers transférés récemment de Nouakchott qui auraient empesté l'atmosphère. L'un d'eux aurait causé une bagarre et pour le sanctionner, les gardes voulaient l'enfermer dans l'isoloir. C'est ainsi que ses compagnons se sont ligués contre ces derniers et un soulèvement a eu lieu. Selon toujours la même source, la situation est actuellement sous contrôle. Élection de nouveaux bureaux de l'Union mauritanienne du tir à la cible traditionnelle. Le conflit aurait duré presque toute l'année pour déterminer qui sera le président de cette organisation. Après les dernières élections, le président sortant avait contesté les résultats, le donnant perdant. L'affaire a été jugée au niveau de toutes les instances et la décision de reprendre cette élection a été prise. Le ministère de la Culture, ministère de tutelle, a alors décidé de circonscrire le collège électoral aux équipes ayant participé aux compétitions officielles de 2012 et 2013. Au total, 17 équipes sur 102 ayant un récépissé. C'est ce que de nombreux pratiquants de la cible reprochent au ministère. Quoi qu'il en soit, c'est Khatri Oulidjer qui reprend la présidence de l'Union du tir à la cible avec une majorité absolue, une association qui a besoin de relance pour redevenir le sport noble qu'elle veut être. Le sel est un condiment nécessaire pour nos aliments, mais comment est-il extrait et par qui? La caméra de Sahel TV s'est promenée dans le marché de Nouakchott pour trouver la réponse. Mohamed El Mokhtar. Tous les processus de production du sel se résument dans cet état. À partir d'issu, la matière est transportée dans des sacs de 20 et de 50 kg. La production couvre la quasi-totalité des besoins du marché national et le reste est exporté vers les pays voisins. La principale source de ce sel se trouve dans une sepra qui se situe à 50 km de Nouakchott. Sur les étapes d'exploitation du sel, un saunier explique. Après la prospection, nous grattons le sol manuellement avec les pelles et nous faisons le découpage moyennant des barres de mine. Ensuite, on l'amène ici et on le vend aux commerçants. En tant que matière semi-finie, ces exploitants y ajoutent l'iode qui le rendent consommable. Mais les techniques utilisées pour cette opération sont très anciennes et comportent éventuellement des dangers sur la santé des consommateurs, raison pour laquelle certains spécialistes appellent à appliquer des mesures préventives. Le mélange du sel avec l'iode doit être réalisé d'une manière technique et scientifique avec la supervision des comités techniques et sanitaires pour garantir la qualité du sel. Le sel est la matière la moins chère, la plus abondante en Mauritanie. Son exploitation a permis non seulement de couvrir les besoins du marché local, mais aussi de permettre de gagner des recettes de son exportation vers les pays voisins. Reste à voir la possibilité de mettre en place un système de contrôle efficace pour garantir la salubrité du produit fini du sel mauritanien. Pendant une période, seul le téléphone fixe était utilisé pour les contacts. Avec les transformations, il y a eu la prolifération des cabines publiques, puis l'ère des portables a signifié le déclin de ces cabines. Fatima Tadé, explication. Après une période de succès dans les villes mauritaniennes, le phénomène des télécentres, cabines téléphoniques publiques et privées, tend vers son déclin. Des milliers de précurseurs
qui ont fermé leurs boutiques pour cause de non-rentabilité et forte pénétration du téléphone portable dans le secteur de communication, parlent d'une mort programmée. L'avènement des téléphones portables, l'Internet, participe à l'échec et à la disparition des télécentres qui ont fondu comme des bords au soleil. Le téléphone fixe est-il un moyen de communication qui va disparaître? Les télécentres n'ont presque plus de clientèle. Les gens les fréquentent de moins en moins. Quelquefois, un passant demande à faire un appel en ville. Cela ne rapporte pas grand-chose, 20 ou 40 ouguiya. Le plus souvent, il nous sort un billet de 100 ouguiya. Et si vous n'avez pas de monnaie, il s'en va, car il n'est pas disposé à abandonner sa monnaie. On gagne un peu mieux avec le fax qui parfois nous rapporte 17 à 18 000 ouguiya par mois, alors que le seul loyer peut nous coûter 30 000 ouguiya par mois. Sur ce que nous gagnons, Moritel prend 8 000 ouguiya. Il faut donc faire face à tous les problèmes avec 10 000 ouguiya. Lentement, mais sûrement, le portable est en passe de supplanter le téléphone fixe. Depuis plusieurs années, ces derniers étaient le seul moyen de communication. De nos jours, l'avenir du marché de la téléphonie fixe est en voie de disparition, car les opérateurs téléphoniques ont tout de même anticipé la tendance et ont pour la plupart investi massivement pour le développement du téléphone portable. Autrefois, partout dans les marchés ou dans les villes mauritaniennes, on retrouvait des télécentres, une cabine téléphonique et ce avec des revenus satisfaisants. Aujourd'hui, les téléphones portables, l'Internet sont devenus presque les seuls moyens de communication. Merci à vous, Fatima Tadé, pour ces explications. Dans notre rubrique rétrospective ce soir, nous revenons sur le dialogue politique qui a connu différentes péripéties en 2015. Le monde politique semble oublier que le temps passe alors que l'échéance de 2019 approche. Pour tous, Mohamed Lemine Oulsteidi nous fait revivre les principaux moments du processus relancé en 2015, en janvier 2015, et qui continue. Le dernier rendez-vous entre le pouvoir et l'opposition radicale a eu lieu le 2 décembre 2015. Ce fut le couronnement d'un processus qui avait commencé par l'appel au dialogue lancé par le président Mohamed Ould Abdelaziz à Chinguitti le 4 janvier de cette même année en renouvelant son entière disposition pour l'instauration d'un dialogue inclusif pour la réalisation des intérêts suprêmes de la nation. C'est seulement le 20 janvier que cet appel prend forme par la reprise d'une proposition écrite par le Premier ministre au secrétaire permanent du Forum national pour la démocratie et l'unité, puis ultérieurement à l'autre pôle de l'opposition constituée par la coalition pour une alternance pacifique. Cette feuille de route engageait la majorité à s'inscrire dans une dynamique constructive de dialogue à même d'apaiser l'atmosphère politique selon les termes utilisés. Les termes à discuter proposés par le document faisaient la somme des revendications exprimées à un moment ou un autre par l'opposition en Mauritanie. Le 25 janvier tombait la réponse du forum, l'exigence de préalable y est fortement présente et un gouvernement consensuel, des constitutions électorales renforcées et autonomes, une neutralité effective de l'administration, une mise à l'écart des forces armées et de leurs responsables, une ouverture des médias publics, etc. Le 24 février, le président de la République reçoit les parlementaires de sa majorité pour leur exprimer justement sa volonté d'engager le processus de dialogue. En fait, tout le monde sait que la principale offre qui pouvait sortir du dialogue est la reprise des élections municipales et législatives, ce qui ne plaît pas aux élus actuels. Le président déclarait que sa volonté de dialogue ne découle pas d'une conjoncture particulière, ni faiblesse du pouvoir, ni menace sur sa pérennité, mais d'une conviction qu'il est nécessaire d'ouvrir la voie à tous les acteurs de la politique nationale pour leur permettre de s'impliquer davantage dans le devenir de la nation. La contre-proposition du FNDU n'aura de suite qu'en avril. Les deux camps prennent rendez-vous pour le 2. Mais les représentants du forum n'avaient pas été mandatés pour discuter le contenu.
Il devait juste remettre le document et s'en aller. Ce que sachant, ceux de la majorité ont décidé de baisser le niveau de leur représentation. Régie du FNDU de revenir au rendez-vous. Les pourparlers reprennent le 18 avril, puis 2 autres rounds, le 9 et le 26, mais pour aboutir à une impasse, le FNDU demande une réponse écrite à ces doléances. Comme pour faire pression, la majorité déclenche un processus de concertation dans la 2e semaine de septembre. L'objectif déclaré est de préparer le dialogue en perspective. Pendant la campagne lancée par le gouvernement, certains ministres donnent le 20 octobre comme date de lancement de ce dialogue inclusif. Mais on entre dans une phase d'accalmie. Il faut attendre le 27 octobre pour voir le ministre secrétaire général de la présidence appeler le nouveau président du forum pour lui proposer une reprise des rencontres préliminaires. Mais c'est seulement en fin novembre que la FNDU se décide à accepter cette proposition. L'absence de consensus en son sein va cependant l'obliger à y aller en partie. Le Rassemblement des forces démocratiques et 2 autres partis du pôle politique refuseront le principe d'aller à ce dialogue tant que les autorités n'ont pas répondu par écrit. C'est justement ce passage à l'écrit qui va créer le blocage lors de la rencontre qui a eu lieu le 2 décembre. Pour chaque étape, il a fallu laisser passer un temps considérable. Combien de temps faudra-t-il cette fois-ci pour passer à la phase suivante d'un dialogue dont la gestion semble laborieuse, voire impossible? Un sujet plus léger pour notre rétrospective. Après les Césars collectés en 2014 par Tombouctou du cinéaste mauritanien Abdrahmane Sissako, la Mauritanie s'est réveillée pour retrouver la réalité du 7e art qui continue de vivre un délaissement complet malgré les tentatives de la Maison des cinéastes et les festivals périodiques. Moulay Idriss Fofana nous raconte. L'année 2015 a vu pour la Mauritanie sa participation à de nombreuses cérémonies, notamment dans le domaine cinématographique, à travers les œuvres du célèbre cinéaste mauritanien Abdrahmane Sissako. Récemment, sous l'effet de l'actualité, avec son dernier film, Timbuktu, présenté en compétition au Festival de Cannes en 2014, ayant obtenu 7 Césars en 2015 et nommé pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Un film qui lui a valu depuis le 28 janvier 2015 aux États-Unis la diffusion du film Timbuktu avec un box-office de près de $1 million. Joué dans 135 cinémas et encore actuellement diffusé sur 42 écrans avec le Grand Prix Silver Hugo du meilleur réalisateur au Festival international du film de Chicago. Mais une hirondelle ne fait le printemps, même si la séquence Sissako pourrait booster le 7e art dans un pays où il y a encore du chemin à faire. Dans cette jeune Mauritanie, on comptait 11 salles de cinéma et un office national chargé de la promotion de ce cinéma. Le cinéma national reste le parent pauvre de la politique culturelle mauritanienne et demeure loin d'une industrie cinématographique en pleine expansion ailleurs. En effet, il n'existe plus de véritables salles de cinéma dans ce pays d'environ 3,4 millions d'habitants et où le 7e art a vécu son moment de gloire dans les années 70. Sidney Sokona, Mohamed Ondo, Mohamed Salem Dendou, Amam Fall sont des noms qui ont marqué cette époque. Aujourd'hui, la Mauritanie a besoin de nouveaux cinéastes pour faire avancer la société et raconter l'histoire du pays qui ne compte plus de salles de cinéma. Nul doute qu'avec l'espoir de faire renaître le cinéma mauritanien à travers le festival de la Semaine nationale du film devenu le festival Nouakchott Film, le 7e art verra une décision politique en sa faveur. Place maintenant à l'actualité internationale en bref et en images avec Ismaël Tandian. L'Ouganda accueille ce lundi 28 décembre 2015 les représentants du gouvernement, de l'opposition et de la société civile burundaise. Les pourparlers vont démarrer si tout se passe bien à Entebbe, près de la capitale Kampala, où se trouve le palais présidentiel et sous l'égide justement du président ougandais Museveni. Très vite après l'ouverture à 9h, les délégations vont se retrouver à huis clos. Il y a environ 70 personnalités à participer. Le gouvernement burundais, le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, l'opposition, la société civile, les femmes et les médias. Le gouvernement refuse notamment de discuter avec le Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha et la restauration d'un état de droit au Burundi, en tant qu'organisation, plateforme créée par des anciens du régime de Pierre Nkurunziza, des opposants politiques et des membres de la société civile qui demandent toujours le départ du président burundais.
Au Burkina, les services de sécurité affirment avoir déjoué le projet d'anciens soldats de l'ex-régiment de sécurité présidentielle qui prévoyait d'organiser une invasion des généraux Gilbert Diendéré, Djibril Bassolé et d'autres militaires détenus dans le cadre de l'enquête sur le putsch de septembre dernier. L'information a été confirmée par le Premier ministre Isaac Zida au cours d'une conférence de presse dimanche soir. Les enquêtes sont en cours. Selon plusieurs sources sécuritaires burkinabées, le plan de ces soldats de l'ex-régiment de sécurité présidentielle prévoyait l'attaque de plusieurs cibles dans la ville de Ouagadougou afin de semer la panique et de procéder à la libération des officiers et soldats détenus dans le cadre de l'enquête sur le coup d'État du 17 septembre dernier. Parmi eux, l'auteur présumé de la tentative de putsch avortée, le général Gilbert Diendéré. En Centrafrique, la campagne des élections présidentielles et législatives prend fin ce lundi soir, après que le scrutin a été repoussé de 3 jours en raison de contraintes logistiques. Ce report au 30 décembre, qui signifie également prolongation de la campagne électorale, fait plutôt les affaires des candidats. Certains candidats à l'élection présidentielle réclamaient 7 jours de report au lieu de 3 jours finalement annoncés, pour d'une part satisfaire les contraintes logistiques et d'autre part pouvoir poursuivre la campagne électorale qui a été très courte. Dans les faits, elle aura duré moins de 2 semaines après le référendum du 13 décembre. Les caravanes musicales qui sillonnent Bangui pour inciter les gens à voter pour tel ou tel candidat doivent s'arrêter ce lundi soir à minuit, clôture officielle des campagnes présidentielles et législatives. En Chine, c'est une petite révolution. La fin de la politique de l'enfant unique a été officiellement promulguée ce dimanche. Vieille de 30 ans, l'interdiction pour un couple d'avoir plus d'un enfant avait été mise en place pour maîtriser une natalité qui commençait à s'emballer en Chine dans les années 70. À partir du 1er janvier 2016, tous les couples mariés seront autorisés à avoir un deuxième enfant, mais la loi maintient les limitations sur les naissances additionnelles. Pékin a toujours affirmé que la politique de l'enfant unique en empêchant 400 millions de naissances avait été l'un des principaux facteurs de sa croissance économique depuis les années 80. Mais il n'est pas sûr du tout que la fin de cette ingérence étatique mette fin au vieillissement de la population chinoise qui compte aujourd'hui 1,37 milliard d'habitants. Ainsi, mesdames et messieurs, prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui nous ont permis de suivre l'information chez vous. Place maintenant au rappel des principaux titres. Le sel, ce minéré qui correspond à du chlorure de sodium, ce condiment qui donne du goût aux aliments, est extrait par qui en Mauritanie? La réponse a été donnée dans cette édition. La Maison des cinéastes donne la possibilité à des jeunes et des moins jeunes de s'initier au 7e art, projection, production, formation, tandis que celui-ci vit un délaissement complet. Et puis dans notre rubrique rétrospective, nous sommes revenus sur le dialogue politique qui a connu différentes péripéties en 2015. L'information continue sur notre site www.sahel.tv. Passez un excellent moment en notre compagnie.